Les troubles cardiovasculaires, ils sont ultra présents. Déjà, en termes de mortalité au niveau mondial, c'est la première cause de mortalité. C'est le premier truc qui tue les femmes. Et il y a un énorme, ce qu'on appelle gender gap dans la prise en charge chez les hommes et chez les femmes. Les troubles cardiovasculaires, c'est pas que le mec de 60 ans qui a un bide à bière et qui boit du vin tous les jours et qui mange de la charcute et qui est sédentaire. Donc, il a fait angio-IRM, il y avait une énorme endofibrose de l'artère iliaque. Et donc, ça faisait 35 ans qu'on passait à côté. Il faut savoir que dans les recommandations, tu as un seuil d'urgence hypertensive. C'est supérieur à 18 ou à 12. Si tu as deux mesures espacées de 15 minutes supérieures à 18 ou à 12, c'est une urgence. Et il a dit, on va faire un EEG et une IRM. Et en fait, à l'IRM, il y avait une tumeur au cerveau. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Ferrand qui est ostéopathe et spécialisée dans les troubles vasculaires. Du coup, aujourd'hui, on va parler de troubles vasculaires, des signes cliniques auxquels faire attention pour peut-être les suspecter. On va briser également quelques croyances, notamment celle du nerf coincé ou du faux mouvement et bien d'autres choses encore. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Le traitement, il passe à la trappe, ouais, t'es mal stabilisé. Je pense que aussi, je sais pas, j'ai l'impression que les médecins, enfin, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais je trouve qu'ils prennent moins l'attention de manière systématique qu'avant, tu vois. Mhm. Je pense que, pareil, quand ils prennent l'attention, c'est pas forcément bien fait. Enfin, moi, la dernière fois qu'on m'a pris l'attention, c'était pas ouf en termes de validité, reproductibilité, etc., tu vois. Et ok. Et comment tu prends bien, enfin, quand est-ce que tu vois qu'une tension est bien ou pas bien prise, par exemple, parce que ça faisait partie même des questions que j'avais envie de te poser, donc Ouais. tu m'as donné une perche. Eh bien, premier truc, du coup, c'est l'appareil Mhm. avec lequel tu prends la mesure. Je sais pas comment t'as appris toi, mais je sais que moi, on m'a appris avec un manuel à l'école. Ok. Moi, je t'avoue que même à l'école, on m'a de souvenirs, j'ai même pas l'impression qu'on me l'a appris. Ah ouais? Je dis Ben, peut-être une énorme connerie, mais je pense pas. moi, tous les gens avec qui j'en parle, ils ont appris sur manuel. Du coup, ça leur donne l'idée que c'est le manuel la référence. C'est faux, c'est l'électronique qui est plus fiable. Mais je pense que c'est quand même bien d'apprendre sur manuel, comme ça tu apprends à faire le geste. Et il y a un cas où c'est quand même plus intéressant de le prendre avec le manuel, c'est quand tu as des troubles du rythme ou un pouls irrégulier. Mhm. Le manuel, il sera plus fiable. Ok. Mais donc Mhm. du coup, pour choisir le bon tensiomètre, tu as les sociétés savantes qui ont sorti des listes de tensiomètres validés. Idéalement, il faudrait aller vérifier que le modèle que tu achètes, il a été revalidé par des études externes, tu vois, plutôt que Mhm. Home Run qui se valide son propre tensiomètre, par exemple. Ah Même merde. si en soi, les Home Run, ils sont bien. Ok. J'étais prêt à aller le revendre. Ouais, non mais prenez pas un Home Run au pif, par contre. Ouais. Genre, Ok. il faut checker que le truc a été validé. Donc sur PubMed, voilà, il y a plein d'études. Il faut faire attention que le tensiomètre il soit validé dans la population de patients que vous recevez. Par exemple, un tensiomètre qui est validé chez les adultes, il n'est pas forcément validé chez les femmes enceintes. Donc Ok. si vous recevez des femmes enceintes, il faut aussi un tensiomètre qui soit validé chez elles. Ok. Pareil pour les gens avec des pathologies cardiaques, c'est population spéciale. Pour les enfants, c'est population spéciale. Il faut préférer, enfin même c'est pas fiable en fait, les dispositifs de poignet. Mhm. Prenez un truc huméral. Ok. Pour les personnes avec des gros bras, donc les personnes en situation d'obésité ou alors les gars très très costauds, là il faut un brassard spécial, ce sera plutôt un brassard conique et souple. Ok. Alors que nous normalement on a des trucs rectangulaires. Mhm. Voilà, donc ça c'est l'appareil, premier Ah ouais. truc. Finalement. Ouais, Mais c'est un truc. t'as besoin Et d'avoir pareil, si tu 10 veux faire. tensiomètres en fait. Ouais, c'est ça. Et pareil, si tu veux faire des ABPI avec, idéalement, il te faut un tensiomètre qui est validé sur la BPI, même si
Globalement, tu seras plus fiable avec un Doppler. Et il y a des modèles portables de Doppler qui sont, je crois, dans les 500 euros. Ok. Mais pareil, il faut être formé. Moi, je suis pas formée, j'ai pas le Doppler. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je fais mes ABPI avec mon tensiomètre. Et même si c'est négatif, si parfois la clinique elle est trop parlante, je renvoie quand même Ok. pour une évaluation au Doppler. Mhm. Ensuite, ça va être tout ce qui va être positionnement. Donc, tu places bien le brassard. Pas de vêtements, sinon Mhm. ça fausse. Pas de manches retroussées qui serrent. Ah oui. Ouais. Ouais. J'avoue. Débardeur, c'est ok, mais tu vois, si t'as un truc manche longue et tout, ça fait un peu garrot, ça va. Mhm. Tu vas être moins fiable sur ta mesure. Si ton brassard il est trop grand, tu vas sous-estimer la mesure. S'il est trop petit, tu vas la surestimer. Ah ouais. Ouais. C'est nul. En fait, il faut investir, quoi. Non, mais en soi, je pense que ce que tu as, c'est très bien. Mais en fait, ce qui est hyper important, c'est que tu sois reproductible avec toi-même et Mhm. que tu fasses bien gaffe. Tu mets toujours ton patient dans la même position, tu prends toujours les mêmes précautions, etc. Mhm. Euh, Ton patient, faut pas qu'il ait mangé, fumé, fait de sport les 30 minutes qui précèdent. Ok. Euh, Dans les recommandations, c'est assis avec les jambes décroisées, les deux pieds au sol, le dos supporté sur un dossier. Et tu sais, tu élèves le bras au niveau du cœur. Mhm. Moi, c'est comme ça que je fais. Brian, il fait allongé. Ok. Et on n'est pas d'accord là-dessus. C'est une discussion qu'on a déjà eue. Le débat. C'est ça. Mais en vrai, on n'a pas de données pour défendre nos points de vue. Ok. L'argument de Brian qui le fait allonger, c'est qu'il a envie que son patient il soit le plus détendu possible pour limiter un peu, tu sais, l'effet blouse blanche. Ouais. Mhm. Moi, mon argument pour le faire assis, c'est que la majeure partie de la journée, on est quand même à la position verticale, même si on est sédentaire et qu'on est assis, on est quand même vertical. Et donc, du coup, j'ai envie d'avoir une mesure dans la position la plus proche Ok, ouais. de, de comment on est la journée, tu vois. Ouais. Parce que j'allais dire, tu vois, c'est vrai que l'effet blouse blanche, moi, je sais que quand je vais chez mon médecin généraliste, j'y vais une fois par an. Mm. J'ai une tension bon, qui est probablement encore dans les normes, mais qui est quand même assez haute. Je ne sais même pas te dire un chiffre comme ça, parce que j'avoue que je regarde, Ouais. enfin, je lui fais confiance, elle le prend, mais elle me dit souvent, oula, t'es stressé, et je sais que dès que je mets les pieds dans un hôpital ou que je suis chez le médecin, j'ai des palpitations et je me sens, tu sais, Ouais. j'ai vraiment un truc, parce que j'ai un passif avec tout ça, et donc, moi, je sais que c'est un truc où, en fait, je sais pas jusqu'à quel point prendre ma tension serait hyper fiable, parce que de toute façon, je suis hyper tendu, j'ai l'impression quand je vais chez le médecin. Tu vois? Donc, Alors, tu as deux trucs. Tu as l'effet blouse blanche et tu as l'hypertension blouse blanche. Et donc, ok. l'effet blouse blanche, c'est entre 5 et 20 millimètres de mercure de plus selon les papiers. Tu vois, ils sont pas tous Ah, d'accord. ok. Comparé à tes normes à la maison. Et bah, du coup, toi, typiquement, c'est le patient où genre c'est très intéressant que tu te prennes tout seul Ouais, chez toi. ouais, pour voir. Euh, et tu as l'hypertension blouse blanche où là, c'est plus de 20 millimètres de mercure de plus comparé aux normes chez toi. Mhm. Et tu as des auteurs qui pensent que l'hypertension blouse blanche, c'est un peu comme un stade de pré-hypertension. Ok. Pas au point de la traiter, tu vois, mais c'est des patients à surveiller et c'est un groupe de patients qui aura plus d'événements cardiovasculaires que les gens qui ont des valeurs normales et chez eux et en cabinet. Ah merde, je suis dans la merde en fait. Ok. Mais peut-être tu as juste l'effet blouse blanche. Ouais, parce que pour le coup, j'ai un vrai passif dans les hôpitaux et tout, tu vois, quand Ouais, j'étais plus jeune. Et avant ça, je pense que j'avais pas du tout ça. Enfin, j'allais chez le médecin. C'est juste que je pense que pour le coup, psychologiquement, j'ai un truc automatique. Et ouais, c'est donc, possible. mais bon, après, je suis prêt à accepter que j'ai peut-être une prédisposition à l'hypertension, même si dans ma famille, il y en a, enfin, en tout cas, pas que je sache. Mais bon, voilà, après, voilà, c'est ok, mais c'est hyper intéressant. Donc, il y a quand même plein de façons enfin, plein d'éléments à prendre en compte quand tu prends l'attention pour bien la prendre, quoi. C'est Et ça. ça, encore une fois, on croit que c'est juste Ouais. mettre un brassard et basta. Mais quand j'entends que les tailles doivent varier, etc., selon les Ouais. individus, Et euh, aussi, ouais, ouais. il y a d'autres trucs. Faut pas parler pendant la mesure. Le patient ne doit pas parler. Donc moi, Mhm. typiquement, en fait, la dernière fois que j'étais chez le médecin et qu'elle m'a pris la tension, j'avais pas le dos adossé, j'avais les pieds qui touchaient pas le sol. Elle m'a parlé pendant la mesure. Ok, Donc ça, c'est ça. pas hyper fiable, tu vois. Elle m'avait pas fait me reposer avant et donc j'avais des valeurs hautes. Ok. Alors que Mm. normalement, je suis à 9,6 tout le temps. Ok.
Ah ouais, ok. Et là t'étais bien plus haute, quoi. Ouais, j'étais genre dans les 13, un truc comme ça, tu vois. Ok. Première fois. Donc un peu acheté à blouse blanche, tu vois. Attention, hein, les Attends. risques. Ouais. Ok. La vessie pleine, ça peut avoir une influence. Ah ouais, Ça peut d'accord. surestimer, ouais. Mais c'est dur de tout, parce que tu vois, là on parle alors de patients qui viennent te voir en première intention. Ben, combien de patients, s'ils fument, ils se fument pas une petite clope avant d'aller chez le kiné ou avant Mm. d'aller, tu sais, parce que peut-être qu'ils sont un peu anxieux à l'idée Ouais. d'aller. Du coup, dans ce cas-là, tu la prends, mais tu t'interprètes ça peut-être un peu différemment, quoi. Bah, sachant que j'ai 1 heure de consultation, Hmm. moi je la prends Ah bah direct oui. après mon anamnèse et je reprends à la fin si c'était des valeurs un peu border au début, tu vois. Ah ouais, ok. C'est vrai que ouais, si t'as 1 heure, c'est vrai que ça change. J'oublie que t'as une Ouais, heure. Nous, en 30 minutes, bon voilà. Donc, ok. c'est ça. Mais l'important c'est d'être reproductible avec toi-même parce que si, genre, quand tu suis tes patients, la première fois tu le prends assis, la deuxième fois tu prends allongé, la troisième fois tu prends assis, enfin ça ressemble plus à rien, c'est moins fiable, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, ça rejoint un petit peu les recommandations qu'on pourrait avoir pour les tests cliniques en général. En fait, Exactement, ouais. tu vois, c'est d'avoir cette reproductibilité et de le faire Principal. Ouais. dans les mêmes conditions, dans le même contexte. Euh, et donc, mais après, tu vois, tu disais là pour la prise de tension, c'est bien de le faire dans la position dans laquelle le patient te décrit les symptômes. Mais je pense qu'il peut arriver des moments où la position soit infaisable en cabinet ou pas spécialement. Enfin, tu vois, s'il te dit, c'est quand je fais un sport ou quoi, c'est chaud, non de... Bah, quand tu fais un sport, je vais lui demander de faire le sport. Bon, en gros, Mhm. j'ai pas mis l'option, hein. Moi, je suis dans un cabinet. En plus, c'est pas un cabinet de kiné, donc j'ai pas de Ouais, c'est ça. tapis, trucs comme ça. Mhm. Du coup, je lui fais courir, je fais sprinter autour du bloc. Ok. Si Ah c'est des ouais, ok. trucs de membrane, si c'est des trucs de membre sup, j'ai des poignets là. Ah oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ouais les trucs où tu presses avec tes mains C'est et ça. pour amener un peu de Ouais, sang. Ouais. c'est ça. Ou sinon, je vais lui faire faire des trucs avec les bras en l'air. Globalement, c'est ça qui reproduit en général. Ou des sauts ou des trucs comme ça. Mais donc, du coup, quand c'est un sport, t'as pas forcément besoin de la position. D'accord, ok. Après, si c'est... Tu peux palper les poux aussi, mais bon, là, on est plus sur de la prise de tension aussi. Mhm. Si c'est des trucs genre des positions de yoga ou des choses comme ça, je peux la prendre, mais je considère que c'est moins fiable parce que automatiquement, avec un bras en l'air, tu vas avoir une tension moins grande. Mhm. Et avec un bras, enfin, si c'est trop bas par rapport à ton cœur, tu vas avoir des valeurs plus hautes. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et ok, donc là, on a vu pas mal de... est-ce que tu as encore des petites choses à nous ajouter pour la prise de tension avant que qu'on Écoute, passe... je crois que c'est tout. Juste quand je fais la BPI, pour le coup, là, je fais plus rien assis, je prends tout allongé. Et Brian aussi. Ok, ok. Donc pour faire le ratio vraiment membre sup, Ouais, membre inf, ça c'est vraiment toujours cool ouais, sur la table, quoi. c'est ça. Ok. Et ici, je voulais, avant de un petit peu changer même de presque de thématique, mais Mm. on a parlé des troubles cardiovasculaires chez le jeune. Est-ce qu'il y aurait, bah, de nouveau, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de signaux d'alerte, mais je pense que dans les troubles cardiovasculaires, c'est un peu ça aussi la force, comme tu dis, c'est de faire une Oui. bonne anamnèse. Donc, c'est pour ça qu'on aborde beaucoup ça. Mais est-ce qu'il y aura des éléments sur lesquels il faudrait tiquer quand un jeune, je sais pas moi, je sais pas à partir de quel âge on peut commencer à suspecter ça. Tu m'as dit que ça pouvait être très jeune, mais Mm. imaginons 12, 13, 14 ans, vient nous voir. Est-ce qu'il y aurait des signes où on doit se dire, oh, peut-être que ce jeune, en fait, il a un trouble cardiovasculaire, ou est-ce que dans ce contexte-là, bah, cliniquement, il y a quasi jamais de signes vraiment et que c'est dû à une malformation ou quoi, mais qui, là, comme ça, n'est pas objectivable ou en tout cas suspectable. Ah, tu vois, en fait, ça va être beaucoup toutes les infos que tu vas avoir à partir des questions de l'anamnèse dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et typiquement, tu vois, le cas du cycliste, bon, il a 18 ans, quoi. Ah Douleur oui, c'est vrai. d'effort, cycliste, schéma clinique, genre, t'es censé tilter. Il y a un autre cas dans la littérature. Donc, le gars, il a 22 ans, mais pareil, ça peut apparaître avant, où en gros, il fait de la course à pied, Mhm. endurance à fond. Il a un TDAH qui est traité par Adderall Ouais. et il prend aussi beaucoup de boissons énergisantes, donc caféine. Et en fait, le gars, il a fait un marathon, il est mort.
Ouais, Ah, sympa, hein. ah, Et punaise. en gros, c'est pareil, c'est des connaissances à avoir, mais tu vois, l'adéral, c'est un produit dopant et c'est interdit en compétition. Mhm. Sauf quand tu es TDAH, parce que c'est le traitement du TDAH. Donc dans ce cas-là, ils considèrent que c'est le traitement de ta pathologie et c'est toléré. Et du coup, tu as des médecins qui acceptent de diagnostiquer des TDAH pour que les patients se fassent prescrire de l'adéral. Sauf que Ah ouais. l'adéral, c'est à risque pour le système cardiovasculaire. Et moi, tous mes patients qui sont sous adéral, ils ont eu un bilan cardio avant. Le gars dont Ok. je te parle, en l'occurrence, il n'a pas eu. Et Ok. quand ils ont fait une autopsie, ils se sont rendus compte qu'il avait une mutation des canaux calciques qui du coup donnait a priori des troubles du rythme qu'on aurait pu voir à l'ECG, Mhm. sauf qu'il n'a pas eu d'ECG, qui normalement doit être prescrit quand tu donnes de l'adéral. Ok. Euh, et donc ils ont dépisté la famille et ils ont trouvé une cardiomyopathie chez le frère et une autre chez la grand-mère. Ah ouais, donc en fait, il y avait de nouveau ce terrain un peu génétique Ouais. héréditaire, quoi. Tu vois, il y a le Enfin, terrain génétique et il y a genre, c'est un mec de 22 ans, il fait de l'endurance. En plus, bah, du coup, il se rajoute une dose avec la caféine en ouais, termes de stimulant. ouais. Euh, et tu vois, juste si t'es kiné, que tu suis un club de running ou que ce gars il vient dans ton cabinet, c'est juste une question, c'est genre, est-ce que t'as fait un bilan cardio, tu vois? Ouais. Ouais, la Et ça plupart pourrait vont être dire non, hein. l'idée. Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Et après, tu réfères et tout, et toi, t'as fait ce qu'il fallait. Après, parfois, bien sûr, il y en a qui vont passer à travers les mailles du filet. Et, genre, on n'aime pas ça, mais on peut pas sauver tout le monde, tu vois. Mhm. Mais je pense que lui, il y aurait une meilleure prise en charge qui aurait pu être proposée Et on lui aurait en peut-être dit amont. de pas faire un marathon là comme ça, ou en tout cas on aurait peut-être pu C'est un peu ça. jauger ça Ou alors, ouais, on lui aurait peut-être dit de pas faire un marathon, ou alors de pas prendre de la caféine sur sur effort. Ouais. des. Ouais, c'est ça. Punaise, c'est chaud, hein. Mais c'est vrai que ça arrive, on voit comme ça des accidents, même des joueurs de foot ou quoi, qui tombent. Enfin, ça c'est encore autre chose, hein, mais la mort Mm. subite ou quoi. Je Oui, trouve c'est ça ça. toujours. Enfin, c'est ça en fait qui lui est arrivé peut-être ou quoi. Enfin, je sais. Oui. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est c'est ça. une mort. En gros, il a fait un arrêt cardiaque à la fin du marathon. T'as un mec qui est venu faire un massage cardiaque. Ouais, Ils ont réussi à le transférer aux urgences, ça allait mieux, et puis après, ils l'ont reperdu. ouais, c'est terrible. Ouais. Donc, ouais, comme quoi, même chez le jeune, il faut Voilà, c'est ça. poser Donc, les c'est bonnes avec des questions. schémas comme ça. Ok. Sinon, après, c'est super insidieux, mais globalement, il faut être vigilant, tu vois. Au- Chez les athlètes aux États-Unis, ils recommandent le CG de prévention. Mhm. En France, c'est pas recommandé. Les recos, elles sont faites, donc c'est des experts qui interprètent les datas. Moi, au vu des datas, mon interprétation, ce serait de recommander le CG, je trouve. Ouais, surtout que c'est pas invasif ce truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai fait un il y a pas. Il y a un an, parce que j'avais des petites extrasystoles, tu vois, des petits troubles du Mm. rythme quand j'étais un peu stressé. Je me dis, bah, je vais quand même aller faire. Et il m'a juste dit, bon, en fait, le cœur est normal, il n'y a rien, j'ai fait une épreuve d'effort. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, c'est Ouais, pas d'office parce que tu as des palpitations ou quoi, ou même si ça peut être impressionnant. Parce que moi, au début, je me disais, mais merde, j'ai des palpitations. Enfin, c'est hyper stressant, quoi, vraiment, des extra. bah ouais. Je mettais mon doigt ici et je sentais vraiment les doubles battements. Je me dis, oh là là, là, je suis dans la merde. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jamais rien eu à ce niveau-là, mais et en fait, j'ai dû porter, tu sais, le, allez, un halter pendant 24 heures là, le truc pour le cœur. Ouais, ok, J'ai t'as dû- fait ça. ouais, j'ai fait tout le truc pendant 24 heures, machin, et il a dit non, bah oui, vous avez des extrasystoles, mais ça ne dépasse pas un certain seuil. Ok, Donc voilà, peut-être que j'irai refaire un contrôle dans X temps. Et lui m'a dit, c'est pas plus mal que vous l'ayez fait parce que c'est toujours bien d'avoir des données ouais, de vous plus jeunes. Si jamais un jour, ça permet de comparer et de voir est-ce que la situation, voilà, est-ce que ça a ouais. empiré et à quel point, quoi. Premier bilan cardio, c'est recommandé vers 30 ans. Ah ben, j'ai 30 ans dans 2 jours. Donc, Ah! donc tu vois, je l'ai fait il y a un an, donc j'étais un peu précurseur. Ok, donc Ouais, premier bilan cardio à 30 ans, bon, bah, je peux considérer que j'ai déjà fait alors. ouais. Et c'est quoi les échéances? Bon, là, je t'en demande peut-être beaucoup, mais c'est recommandé quoi, tous les 10 ans ou... Là, je t'avoue, je sais pas là. Ouais, je pose une question comme ça, mais je sais pas ce que Non, j'aurais fait mais de t'as cette raison, info, faut la mais tenter. franchement, ok. Alors, est-ce que selon toi, on a abordé un peu toutes les infos que tu voulais nous partager concernant ces troubles chez le jeune, ou est-ce que tu as encore des trucs qui te sont venus? C'est hyper insidieux, hein, mais donc, enfin, évidemment, si ton jeune il se plaint de palpitations, douleurs thoraciques, non, 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 ça, Mhm. voilà, évidemment. Des trucs plus insidieux, ça va être une baisse des performances. Ouais.
Ok, chez les athlètes, ou alors une non-progression. ok, Là, c'est compliqué. Il y a un cas clinique dans la littérature, tu vois, c'était un gars qui avait des douleurs thoraciques, un peu paresthésie dans le bras gauche depuis 1 an. ok, Et lui, il consultait en chiropraxie. ok. Pendant 3 mois, ça s'améliore pas et tout. Et le chiro, truc bien, il lui prenait la tension. Enfin, il lui avait déjà pris la tension, on va dire. Mhm. Et au bout de 3 mois, il lui reprend et le gars, il est à 9,6. Et Ok. donc, l'hypotension, c'est soit tu es à 9,6 ou en dessous, soit tu as 40 millimètres de mercure de moins que tes valeurs habituelles. C'est pour ça aussi que ce serait important d'éduquer les patients à connaître leurs valeurs. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, bah, lui, le gars, en l'occurrence, hypotension, et on lui a trouvé une sténose de la valve aortique, 33 ans. C'est fou. Ouais, Ok. Bah, comme quoi, hein. ouais. C'est ce que je vais retenir de ce podcast, c'est comme quoi, tu vois. C'est vraiment. Ouais, ouais, c'est vraiment, ça touche tout le monde, tu vois. Mhm. Et avec les retours qu'on a avec le e-learning, je suis pas du tout étonnée sur tous les retours d'hypertension, etc. Tellement, enfin, c'est un tiers des gens après 30 ans, donc Mhm. enfin, c'est évident qu'on en voit plein. Mais tous les trucs de jeunes, des athlètes, etc., ou des femmes enceintes, ça y en a à l'appel, en fait. Et tu vois, imagine, voilà, enfin, tu vois que ton patient est hypertendu. Mm. Ok, chouette. Enfin pas chouette, mais tu lui dis, voilà, vous êtes vraisemblablement hypertendu. C'est quoi la marche à suivre? Toi, tu dis au patient d'aller voir le médecin, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est Ouais. savoir quoi faire de cette information. Alors là, on va pas aborder tout ce qu'il y a à faire à chaque fois, Mm. mais juste dans ce cas de l'hypertension, tu réfères et Ouais. puis. Ça dépend du contexte. Hmm, Il faut savoir que dans les recommandations, tu as un seuil d'urgence hypertensive. C'est d'accord. supérieur à 18 ou à 12. Ok. Et donc, si tu as deux mesures espacées de 15 minutes supérieures à 18 ou à 12, c'est une urgence. Ok. En vrai, quand je partage ces chiffres en story, j'ai des médecins dans mes DM qui disent ouais, mais concrètement, aux urgences, on est tellement débordé qu'on va pas s'alarmer avant du 20-21. Waouh. Ok. Mais moi, à 18 ou à 12, je réfère et j'ai fait mon taf et voilà. Mhm, d'accord. Euh, Et si je suis en dessous, ça dépend du contexte. Tu vois, si j'ai vraiment un contexte qui pue, bah, je vais le renvoyer. Si c'est juste, ça ressemble genre à une découverte fortuite, bah, déjà, j'ai toujours ce backup de ma consultation, elle dure 1 heure et je vais rechecker à la fin de l'heure si c'est toujours haut. Et Mhm, si c'est toujours haut, je conseille d'aller voir le médecin ou de reprendre l'attention en pharmacie, et de voir, ce qui est proposé. ok. Donc si c'est au-dessus de 18, 12, Ouais, tu dis carrément d'aller aux urgences, c'est ça? Enfin, ouais, ok. Donc c'est pas, ah, prenez rendez-vous chez votre médecin, peut-être la semaine prochaine. Tu non, essayes d'aiguiller pour vraiment un truc rapide, quoi. c'est ça. Ok. Et par contre, quand ils ont en dessous de 18-12, je leur dis pas, ah, vous avez de l'hypertension. Ouais. Je dis, là, c'est un peu haut. On va vérifier si c'est pas exceptionnel ou voilà, prenez l'avis du médecin. Je leur note les chiffres, dites qu'on a eu ces valeurs, etc. Et vous voyez ce qu'ils pensent de la prise en charge, quoi. Ah, ok. Ouais. Non, c'est cool. Ok, donc il y a quand même des chiffres sur lesquels on peut se référer, quoi. Ouais, 18-12, 18-12, 18-12, je retiens. ouais. Ok. Ben, je te propose, si tu veux bien, qu'on passe un petit peu, maintenant qu'on a parlé pas mal de cardiovascu, à un autre sujet qui va rejoindre un petit peu tout ça. Mais Ouais, tu en parlais au début du podcast et je comptais déjà même le mentionner là. C'est le fait que tu coécris un livre avec Antoine Coulier, donc Cerveau musclé sur Insta, qui est passé d'ailleurs sur Entendons il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Tiens-toi de droit, ouais. 50 idées reçues, enfin démystifiées. Alors, moi, les fausses croyances, perso, j'adore ça. Je pense qu'on est beaucoup à aimer ça. C'est un contenu qui fonctionne très bien sur les réseaux, il faut Ouais. être honnête. Et en plus, c'est dans l'air du temps, c'est vraiment hyper important d'aborder tout ça. Et je te discute. Je te propose qu'on discute de certaines d'entre elles, Mm. à commencer par le fameux faux mouvement, qui je trouve est une belle fausse croyance, qui au final n'en serait pas vraiment un si on en croit ce qui est dit dans le livre, entre guillemets. Comment, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'une part de savoir, ok, est-ce que c'est une fausse croyance ou pas? Là, on va partir du postulat que c'est une fausse croyance ou Ouais. un abus de langage, je veux dire qu'on a fait un faux mouvement et qu'on s'est fait mal. Mais surtout, comment est-ce qu'on l'amène au patient?
comment est-ce qu'on lui explique du coup? Parce que souvent, le patient, quand on déconstruit un peu sa croyance, il nous regarde, il fait OK, mais j'ai quoi du coup? Ou comment ça se fait? Mhm. Et bon, tu vas me dire, il y a peut-être plein de causes qui sont possibles, mais voilà, comment est-ce que tu amènes cette déconstruction de la croyance? Le faux mouvement n'existe peut-être pas, ou c'est pas vraiment la cause, sans amener une kinésiophobie au patient, etc. Ouais. Alors, déjà, c'est un truc très français, le faux mouvement. Ça Mhm, n'existe pas dans la littérature anglophone, ou c'est pas un concept. Enfin, tu vois, quand tu parles anglais, t'as aucun anglo-saxon qui va te dire qu'il a fait un faux mouvement. mhm, ouais, C'est vraiment un truc archi francophone. ouais, Euh, mais donc, du coup, je cherche pas forcément à faire sauter la croyance. mhm, Quand j'ai commencé à m'intéresser justement à tous ces mythes, etc., c'est vrai que j'avais tendance à corriger, enfin à essayer de corriger toutes les croyances du patient. Maintenant, je vais vraiment m'y attarder si je sens que c'est un bâton dans les roues pour qu'il aille mieux. mhm, Mais si je sens que c'est pas un frein, je vais pas m'attarder dessus. ok, Et du coup, comment je fais? Ben, je joue un peu sur les mots, tu vois, je vais demander, ah, donc c'est un faux mouvement, mais du coup, qu'est-ce que c'est un vrai mouvement? ouais, Et il me dit non, mais enfin, c'est pas que c'était un faux, mais c'est qu'il était mal fait. Et du coup, ok, je dis, mais ça serait comment de bien le faire? Et donc, en général, quand les patients ils font bien un mouvement, et je vais exagérer, je vais leur demander, est-ce que vous pouvez me le faire? Mais vraiment super concentré, excellemment bien. mhm, Euh, et en général, quand je demande ça, ils vont faire ce que beaucoup de patients font et ce que beaucoup de personnes qui ont de la douleur font, c'est qu'ils vont bouger beaucoup plus lentement et beaucoup plus crispés. mhm, Et après, je leur redemande de faire, mais en mode sans réfléchir, comme si c'était le faux mouvement. ouais, ok, Et tu te demandes qu'est-ce qui est plus cool. Ben, en général, c'est plus cool de bouger quand t'es pas crispé, forcément. mhm, Donc, parti de là, tu essayes un peu de tisser, etc. Ou alors, s'ils se sont pas rigidifiés d'eux-mêmes, je vais moi leur donner l'instruction, je vais leur demander qu'est-ce qui est plus cool, qu'est-ce qui est plus agréable, etc. mhm, J'essaye beaucoup de leur faire expérimenter, tu vois. ouais. Ouais, c'est Tu joues avec, l'apprentissage par ouais, l'expérimentation, quoi. ça. Tu joues avec la respiration, avec la contraction des abdos, un peu tout, tu vois. Ouais, ok. Et ça, c'est pas mal. Je vais pas m'attarder sur des théories, genre peut-être que ce serait une erreur de prédiction dans un modèle bayésien du cerveau, je sais Ah pas ouais, non, quoi. ouais. En plus, le patient, il s'en fout de ça, tu vois. C'est ça, tu vois, ça n'a pas de sens pour lui. Donc, mais Mhm. parce que en fait, au début, j'étais comme ça. Pareil, Je suis pareil. passée par ça, donc, mais c'est Ouais. pas utile. Bah, moi, j'étais comme ça aussi, et c'est il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai changé un peu ma façon de faire. Parce que, comme tu l'as dit, au début, tu es persuadé que tu dois déconstruire toutes les croyances du patient. Ouais, Et je pense que j'en parlais même avec Antoine, du coup, à l'époque. Et en fait, c'est vrai que c'est pas toujours même sain de vouloir tout déconstruire, parce ouais, que tu laisses, je pense, le patient après dans un espèce. Parce qu'il peut pas intégrer toutes les infos que toi, tu as accumulées pendant 5 10 ans derrière. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut essayer de déconstruire ce qui est utile et accepter que, ben voilà, qu'il y ait des trucs qui restent chez le patient tant que c'est pas délétère. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de surcorriger les croyances. ouais. Donc, et je pense que Faut ça, gommer c'est un peu ça. bah, carrément. Tu sais, c'est comme quand il parle de. Tu vois, c'est vrai que même bon, la vertèbre déplacée, bon, j'essaie quand même de faire comprendre que c'est pas ça, tu vois, mais il y a parfois des patients, ils sont tellement convaincus, Ouais, ben, j'ai envie de dire, ok, ben, si cette explication lui a permis de le soulager parce qu'il est persuadé maintenant que tout va bien et qu'il refuse de. Enfin, vraiment, il y a des patients, je pense, qui restent sur leur position et qui sont persuadés que c'est ça. T'as beau leur dire par A plus B, rien du tout. Bah, ça fait partie du jeu, je pense. ouais. Maintenant, tu vois, ça, c'est plus un truc que j'essaie de gommer. Ouais, Je leur dis juste, aujourd'hui, tout est en place. ouais, c'est ça. Ah, attends, toi, tu dis ça, c'est ça? Ouais. Ok, tout est. Bah, ah oui, mais du coup, ouais, on pourrait dire que Du coup, ça. j'ai pas gommé la croyance. Ouais, ok. Mais en fait, quand je dis ça, c'est que ils vont déjà mieux et Mhm. qu'à la fin, ils me lâchent, mais tout était en place et tout. Je dis oui, oui, tout était en place. Ouais, c'est ça. Donc, Mais j'ai t'abrèges un peu, pas, quoi.
Parce que je pense que pour vraiment les convaincre, il faut vraiment s'appliquer sur la communication, que ça prend du temps, que c'est un peu dans une dynamique un peu socratique et tout. Et Mhm. quand, tu sais, quand c'est la fin de la consulte et tout, t'as pas forcément le temps, ou il y a d'autres freins qui sont plus importants, Mhm. des choses comme ça. Donc, Ouais. je peux te dire ça. Et puis comme tu as dit, et je pense que c'est une très bonne façon de faire, c'est idéalement, il faut amener le patient à se rendre compte lui-même que le raisonnement derrière n'est pas fondé ou n'est pas Mhm. juste pour qu'il ait cette réaction de dire ah ben en fait ça n'a pas trop de sens. Ouais. Mais pour vers ça se fait pas comme tu dis en 3 secondes de fin de consulte. Il Ouais. faut induire ça pour qu'il réfléchisse et qu'il s'auto-questionne et qu'il se fasse ah oui, non. Donc effectivement, je pense que de toute façon, on n'est pas non plus des super-héros. Et je pense que ça, c'est Ouais. important qu'on le réalise aussi. On ne sait pas tout faire, même si les réseaux veulent nous persuader parfois qu'on est capable de tout. Mm. Je pense que c'est important d'accepter le fait que ben, on ne sait pas aider tout le monde et qu'on a nos limites aussi. Et Ça. que voilà, moi j'ai déjà eu plein de fois des patients où, même au niveau alliance thérapeutique, il y avait un truc qui passait pas, tu vois. Ah ouais. Genre vraiment, au premier rendez-vous, je savais que c'est pas que cette personne n'était pas bien ou que moi j'étais pas bien, juste, tu sais, Ça le marche courant pas. passe pas de fou Ouais. et généralement c'est des prises en charge où je sais qu'après, soit ça va pas être amusant, soit bah, ça va pas fonctionner parce que je vais avoir aucun Mm. effet sur le patient ou la patiente. Donc voilà, voilà, ça on sort un petit peu du truc, mais Ouais. euh, Mais je pense que de toute façon, nos pratiques, elles vont encore évoluer. Et ce que je te dis que je fais aujourd'hui, ou ce que je corrige ou pas, ou la façon que j'ai de le corriger avec les patients, tu me mhm. reposes la question dans 5 ans, ça aura changé, c'est sûr. Ah mais clairement, hein, c'est pour ça que là, même les podcasts qu'on fait et tout, je suis sûr que si on réécoute ça dans 10 ans, Ah il y aura ouais. des trucs, on va se dire, oh là là, la dinguerie qu'on a dit, comment on Ouais, a je vais pu dire, dire je ça. n'assume pas d'avoir dit ça. Mais en vrai, il suffit d'une grosse revue de littérature demain qui sorte et qui prouve par A plus B qu'en fait, un des trucs qu'on dise ici soit complètement faux. Bah, en fait, Mm. on n'aura pas le choix de se dire, bah, effectivement, les Ouais. preuves sont là. Donc voilà. Et j'aimerais bien amener une deuxième croyance maintenant, ou discuter Ouais. d'une deuxième croyance avec toi. C'est la fameuse, et ça, franchement, je l'entends souvent parmi les patients, c'est ah, je me suis coincé un nerf. Ouais. Mm. Là encore, ben, anatomiquement, ce serait peut-être pas totalement juste, et je trouve que c'est pour le coup assez anxiogène d'imaginer que tu as un nerf coincé. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que déjà cette notion, est-ce qu'elle est juste? Et si pas, comment, encore une fois, tu peux l'amener au patient de façon à ce qu'il comprenne quand même sa problématique sans pour autant être persuadé que son nerf est coincé quelque part? Alors, bah, du coup, le nerf coincé, au sens de, il est décoinçable par thérapie manuelle. Mhm. C'est un modèle qui est, genre, anatomiquement pas viable. Après, tu as effectivement, on le sait, des conflits discoradiculaires, des syndromes cadánaires dans des tunnels ostéofibreux, donc Mhm. a priori pas dans les muscles. Mhm. Euh, et du coup, quand le patient il est sur un schéma comme ça, je vais plutôt me concentrer sur essayer de le soulager Mhm. en lui faisant expérimenter plein de trucs. Avec de la thérapie manuelle aussi, c'est possible. Et, euh, et à la fin, quand il va me dire, ouais, donc il était coincé ou des trucs comme ça, je vais dire, non, là, ça allait, il n'était pas coincé. Ou alors, si c'est vraiment, bah, comme je disais, un frein, etc., là, je peux rentrer dans un peu plus de détails Mhm. et essayer de lui dire que un nerf, ça se coince pas comme ça, que a priori, c'est pas parce que, parce que aussi, il y en a qui vont s'imaginer, tu vois, que quand tu as manipulé, t'as décoincé le nerf. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, je leur dis, c'est pas parce que vous comptez combien de cadeaux la petite souris elle vous a apporté que ça prouve son existence. Ouais. Ah oui, comme ça. Ok. Tu vois, Mhm. ça montre pas le mécanisme explicatif et il y a peut-être d'autres raisons qui font que tu as eu des cadeaux sous ton oreiller quand tu as perdu ta dent. Mhm. Ouais. Et donc peut-être que les parents ont mis quelque chose et des trucs comme ça. Et donc c'est là où j'en profite pour leur expliquer que, en fait, on a probablement modulé les seuils de sensibilité, on leur a donné la possibilité de bouger un petit peu plus, que ça a fait du bien, etc. Mais que vraisemblablement c'est plus une hypothèse comme ça, que un nerf c'est super gras et que en gros il faut. Alors avant
j'avais piqué cette image à Laurent Fabre, je crois, Ouais. où je disais essayer de coincer un nerf, c'est comme essayer d'attraper un litchi avec des baguettes. J'adore. Attends, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des vidéos d'eux en train d'attraper un litchi avec des baguettes. Du coup, je leur ai dit. Mais j'adore cette image. Elle est incroyable. Et donc maintenant, je dis des spaghettis pleines de sauce, tu vois. Genre, Ouais, concrètement, tu peux pas les coincer, ça glisse toujours, quoi. ok. Euh, Globalement, je m'en sors un petit peu comme ça, quoi. D'accord. Ouais, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours un peu de gymnastique Enfin, pour t'en de sortir. communication, ouais. Parce que je pense que si on analyse tout ce qu'on dit, en fait, chaque mot qu'on dit peut être en fait mal interprété, machin. Si le patient a envie de mal Ça. l'interpréter aussi, enfin, ça veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a un moment, tu vois, parce que si tu dis, en fait, si on raisonne, si on pousse le truc, si le patient te dit, ah, est-ce que là, il était coincé et que la personne répond, non, là, ça va, il n'était pas coincé, ça sous-entend que Que il ça pourrait existe. l'être, ouais. Et Ouais, en fait, ça va toujours plus loin. Mais il faut aussi, c'est clair que je pense on sait pas tout faire déjà en une séance. ouais, Je c'est pense que ça. ça peut peut-être être quelque chose qu'on met en place avec le temps aussi, quoi. C'est ça, je pense qu'il faut y aller step by step et genre tout casser d'un coup, bah, comme tu disais, c'est un peu au risque aussi de perdre l'alliance thérapeutique. Mhm. Donc, ouais, c'est pas ouf d'entretenir la croyance, mais parfois je préfère laisser ce truc pour plus tard ou pour la fois d'après, tu vois, même si je les revois pas systématiquement, surtout sur de l'aigu, Mhm. plutôt que rentrer, il y a les bruits de décoffrage, genre, Frontalement. ça n'existe pas. Mais c'est vrai que toi, en plus, en tant qu'ostéo, tu les vois une fois souvent. Enfin, je veux dire, Mm. tu les vois pas comme nous en kiné où Non, moi, je vois mes patients une fois toutes les. Et encore, je pense que je vois pas souvent mes patients comparé à peut-être d'autres kinés. Mais ouais, enfin, c'est pas que je suis spécial, mais juste, je pense que chacun exerce un peu d'une chacun sa façon. pratique, ouais. Voilà. Mais je vois mes patients souvent une fois toutes les 2 semaines, tu vois, ou une fois toutes les 3 semaines pour Ok, certains. ah oui, Sauf les post-op où je les vois généralement plusieurs fois dans la semaine, mais tu vois, les ouais, pathologies de surcharge, etc., je vois pas l'intérêt que moi j'ai à les voir 2 fois par semaine, si, et seulement si, ils sont capables de se prendre en charge de façon autonome, si je leur donne une programmation, etc., à ouais. faire, tu vois. Évidemment, ça va pas dans toutes les situations, mais tout ça pour dire, je les vois quand même 2 semaines après, tandis que toi, Mm. j'avoue que si Ouais, en c'est un beaucoup trop. rendez-vous, si tu dois le soulager, si tu dois déconstruire toutes ses croyances et machin, Ouais, c'est je peux ça, ouais. concevoir que c'est pas hyper évident, quoi. Mm. Donc, ok, donc, ok, ben ça c'était hyper intéressant. Je sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose, t'hésites pas à me dire, hein, parce que j'ai tendance à passer Écoute, d'un sujet à l'autre, mais là, ça va. Sur ok, ce sujet-là, ça va. ça va. C'est vrai qu'en cardiovascu, on a tendance à plus partir dans tous les sens. Là, Ouais, bah c'est en un- fait, c'est tellement complexe. c'est ça. Mais c'est pour ça qu'au début, je me disais, bon, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, mais c'est difficile à cadrer, je le sais. Ouais, Et aussi, je sais qu'il y a aussi ce truc de, ben, vous avez une formation à ce propos, et donc il y a le truc où j'ai pas non plus envie de te demander de faire un véritable e-learning en 2, 3 heures ouais. ici, mais tout en quand même délivrant quelques infos, et tu l'as magnifiquement fait, donc c'est vraiment top, et je pense que déjà ça va apprendre pas mal de choses aux gens qui nous écoutent. Ouais, Euh, j'espère. mais j'aimerais finir ce petit épisode de podcast. Ça fait déjà, attends, ça fait quoi? 1h21 qu'on est ensemble. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai le réflexe de chaque fois dire depuis combien de temps on est ensemble à chaque fin de podcast. Euh, eh ben, j'aime bien demander un peu un cas clinique qui t'aurait marqué. Ça peut être, enfin, ou même si tu l'as en tête, le cas clinique qui t'a le plus marqué dans ta carrière. Je sais que c'est une grosse question. Mm. Ça peut être un patient de par son histoire, une leçon de vie, un moment ou même un diagnostic hyper étonnant, tu vois. Enfin, vraiment un truc un peu, ouais, tu te dis, ok, ça je retiendrai, j'oublierai pas. Et surtout ce que tu en as tiré comme leçon, parce que je pense que c'est très, très formateur d'apprendre de ça, tu vois, d'apprendre Ouais. que ce soit de nos erreurs ou de nos moments forts dans notre carrière. Et donc voilà, si tu pouvais nous partager un petit moment comme ça, ce serait incroyable. Ouais. Et la patiente qui me vient en tête, c'était une nana, genre fin de vingtaine, Mhm. que je voyais de temps en temps pour des douleurs persistantes. En général, j'insiste avec ces patients-là sur les approches actives, c'est important, garder un suivi kiné, etc. Mais si la thérapie manuelle, ça vous fait du bien, mon cabinet, c'est la porte ouverte, vous venez quand vous voulez, etc. Mhm. Euh, et donc, on papote et tout, et elle me dit, ah, trop bizarre.
Il y a genre 5 jours, j'ai eu un espèce de déjà vu et avec des nausées et puis c'est passé en 15 minutes, enfin en 15 secondes, pardon. Et j'ai OK. Et après, elle me dit, et donc le lendemain, ça me l'a refait 2 fois. Et le jour d'après, ça me l'a refait encore une fois. Et Ah, là, ok. ça fait 2 jours, j'ai plus rien. Et je sais pas pourquoi, moi, c'était un truc qui m'avait marqué. Genre, en sémio, ça m'a tout de suite, genre, fait tilter, genre, red flag. Et je lui demande, est-ce que vous avez déjà eu de l'épilepsie ou est-ce qu'il y a de l'épilepsie dans votre famille? Elle me dit, non, non, il n'y a rien du tout. Voilà. Elle pensait que c'était une crise d'angoisse. Ok. Et je lui dis, ouais, bon, c'est possible et tout. En plus, tu vois, c'était en plein pendant genre les confinements couvre-feu où en gros, tu pouvais rien faire à part aller travailler. Fallait être Ah chez toi à ouais. 18 h et tout. Enfin, c'était relou. Quel enfer, ouais. Ouais, donc période pas cool, j'entends. Et je lui dis, mais quand même, genre, aller vérifier chez un médecin si ça vaut pas le coup d'exclure l'épilepsie. Mhm. Et parfois, je suis toujours un peu frileuse, tu vois, de dire des trucs genre épilepsie, c'est un truc un peu lourd quand même, tu Ouais, vois, de ouais. balancer ça aux patients. Mais bon, j'ai dit, vas-y, parce que c'est bizarre quand même. Ouais. Elle me dit, ouais, la première fois, j'ai couru au-dessus des toilettes et tout. Ah oui, mais c'est des vrais vomissements qu'elle avait en fait, c'est pas juste des nausées quoi. Bah, c'était pas au point de vomir, Ah, mais elle s'est dit, c'était tellement genre intense, elle s'est dit, c'est genre, ça va arriver, quoi. ok. Et au final, elle a pas vomi, ça passe en 15 secondes, mais bon. Ouais. Et du coup, la médecin, elle dit, ouais, non, c'est bon, c'est de l'anxiété, c'est pas la peine d'exclure l'épilepsie, c'est sûr, c'est des crises d'angoisse, tu vois. Donc, la patiente, elle va chez une psy pendant 1 an. Et au bout d'1 an, du coup, évidemment, ça ne passe pas. Et genre, des épisodes comme ça, elle peut en avoir genre 10 par jour, tu vois. Ah oui, punaise, on Ouais, est à un niveau. ouais. Ok. Et donc, la psy, elle lui dit au bout d'1 an, oui, ben, du coup, on n'a pas trop d'incidence sur les crises. Donc, ce serait peut-être intéressant d'aller voir un psychiatre, voir si ça vaudrait pas le coup de céder de molécules pour l'anxiété, au moins temporairement, etc. Mhm. Donc, la nana, elle va chez le psychiatre. Et le psychiatre, il a tilté direct et tout. Il a dit, oulala, là là, mais on dirait des crises neuro quand même. Et il a dit, on va faire un EEG et une IRM. Et donc, à l'EEG, c'était pas assez normal pour dire qu'il y avait rien, mais c'était pas assez chelou pour dire qu'il y avait un truc. Ouais. Et en fait, à l'IRM, il y avait une tumeur au cerveau. Oh putain. Ouais. Waouh. C'est une tumeur bénigne, tu vois. C'est des tumeurs, genre, en général, c'est des. Du coup, j'ai été me renseigner à balle sur les trucs. Ouais, ouais. C'est des tumeurs en général qui sont découvertes chez les enfants ou jeunes adultes. Donc là, c'était un peu tard pour diagnostiquer ça, mais peut-être qu'il y avait déjà eu des épisodes avant et qu'elle n'avait pas forcément tilté ou c'était moins impressionnant, tu vois. Et du coup, bah, traitement pour l'épilepsie et ça a soulagé les crises totalement, quoi. Waouh. Et on lui a pas retiré la tumeur alors? Non, parce que en fait, ça dépend des prises en charge, Mhm. mais en général, ça fait des épilepsies qui sont pharmacorésistantes. Ok. Elle a la chance d'être soulagée par les traitements parce que sa tumeur, en fait, elle est archi mal placée. C'est archi risqué d'aller essayer d'y toucher. Ok, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ça aussi. Ouais. Waouh. Ok, punaise. Mais c'est fou en fait comment tu peux traîner un truc comme ça de nouveau. Ça me rappelle, c'est pas du tout la même finalité, mais l'histoire du cycliste. C'est Tu sais, ça. tu traînes ça pendant des années. Bon, en fait, je sais pas, tu vois, quand tu me dis oui, elle avait 10 nausées par jour, il y a un moment, Mm, je peux pas me dire que. Enfin, c'est facile de dire ça maintenant que je sais, mais mm. est-ce que vraiment l'anxiété peut provoquer un truc pareil, tu vois? Enfin, 10 fois, 10 fois par jour avoir des nausées au point d'aller presque vomir. Ouais, Mais après, voilà, heureusement, ça s'est bien terminé, j'ai l'impression pour elle quand même. ouais, Enfin, je lui souhaite. Mais ok, punaise. Ben, comme quoi, t'avais vu juste, quand même. ouais. Et donc, c'était vraiment une conséquence de la tumeur au niveau du cerveau, quoi. Ouais, du coup, en fait, ça faisait des épilepsies focales. Et du coup, en fonction de la région de ton cerveau qui rentre en crise, tu peux avoir plein de présentations différentes. Et en fait, Ok. les déjà-vus, c'est ça qui m'a fait tilter parce que, genre, dans mes cours de sémio en ostéo, je me souviens que, genre, les épilepsies temporales, c'était déjà vu, typique des épilepsies temporales. Ok. Parce qu'on en a tous eu des déjà vus, tu vois. Enfin, Et ben, pas tout le monde. enfin, ah ouais, ben, moi, Ouais, enfin, je sais pas ce qu'on appelle vraiment un déjà vu, mais c'est avoir l'impression que t'as déjà vécu la scène, c'est ça? c'est ça, ouais. Moi, je pense que j'ai dû avoir ça au moins, enfin, dans ma vie, peut-être
enfin non, en fait j'ai pas de chiffre, mais tu vois, j'en ai peut-être eu une d'ici l'année dernière, tu vois, enfin en un an, tu vois, Ouais. où j'ai eu l'impression de me dire tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, et j'ai l'impression que tous mes potes ont déjà eu ça. Mais après, quand ça devient, je suppose, Ouais. très fréquent, quoi. C'est ça. Bah, du coup, vu que évidemment l'histoire m'a perturbée, j'ai raconté à plein de potes dans le milieu, etc., ou même des gens pas dans le milieu, Ouais, en mode est-ce que t'as déjà eu des déjà-vus et tout. Et donc moi j'en ai eu pas mal, ouais, mais j'ai des amis qui en ont vraiment jamais eu. ok. Et, euh, et du coup j'avais parlé avec un neuro. Et je lui avais dit, mais à quel point c'est déjà vu, c'est juste genre des épisodes épileptiques bénins, genre dans la population générale, et ça arrivera pas, mais genre t'es un peu plus fatigué, ton seuil épileptogène il a baissé, ou un truc comme ça, tu vois. Mhm, ouais. Il me dit non, détente et tout, c'est pas ça. Mais en vrai, personne s'est expliqué les déjà vus, tu vois, donc pour moi, Ouais. why not? Mais ça se trouve, je suis à côté de la plaque et je suis parano, je sais pas. J'avoue que je vais ressortir d'ici, je vais être persuadé que j'ai de l'hypertension, une tumeur au cerveau et plein d'autres choses. Non, mais ok. Bah, en plus, je savais même pas que c'est déjà vu était officiel. Tu vois, genre, pour moi, c'était limite un truc qui finalement n'existait pas vraiment, mais en fait, si, c'est quand même un signe clinique, Et quoi. ouais. Tu vois, ça, c'est intéressant. Je pensais que c'était vraiment un peu un truc qui n'existait pas, que c'était un jeu d'esprit et que basta. Mais donc, Non. ça existe vraiment. Ouais. Incroyable. Ok. Trop bien. Bah écoute, merci de nous avoir partagé ce cas clinique et surtout, merci de nous avoir partagé toutes ces infos depuis plus d'une heure, 1h29 maintenant, je vais dire tous les timers. Ouais, donc vraiment, voilà, merci en tout cas d'être passé ici sur le podcast. C'est vraiment chouette de discuter avec toi. Ouais. Merci pour l'invite, c'était trop cool. Et vraiment, voilà, je leur dis encore une fois, si jamais vous voulez vous former dans tout ce qui est triage vasculaire, etc., voilà, tu m'enverras le lien ou quoi. Enfin, comme ça, Ouais. ils pourront retrouver ta page, la formation, etc. Et si vous voulez vous former aussi en tout ce qui est neuro, c'est avec Brian aussi, mais ça je l'avais déjà dit dans le Ouais. podcast d'avant, mais Brian Littré qui est, je pense actuellement une des références quand même, avec Laurent Fabre et d'autres dont je connais pas le nom dans le milieu. Mais donc voilà, j'espère que cet épisode aura permis aux gens d'être sensibilisés un peu, comme toi tu m'as sensibilisé aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon, on reste en contact et puis ben, Ouais, peut-être avec on plaisir. refera un podcast dans X années si jamais vraiment tout a Ouais. changé, parce qu'il faudra peut-être faire une mise à jour. Ça va? Parfait. Ben écoute, je te souhaite une très très belle journée Merci et à puis toi à très très aussi. vite. Salut, ciao ciao. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.